Bonjour à tous. Excusez-nous pour Bonjour. ce petit retard au démarrage. Voilà, on a un petit, souci technique pour démarrer, mais voilà, nous démarrons avec un peu de retard. Merci à tous d'être, présents et donc voilà, nous allons démarrer tout de suite sur, cette deuxième séquence de webinaire de la journée, sur la thématique, du wifi en établissement et des obligations, associées. Donc, simplement quelques rappels des règles pour les webinaires. Donc, en mode webinaire, vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Donc, si vous souhaitez, participer, poser une question, n'hésitez pas à utiliser, le chat ou, l'onglet questions et puis, Mehdi et moi-même, nous ferons le relais auprès de Patrice sur les questions que vous pourrez, avoir, sur le sujet. Donc aujourd'hui pour, parler, du Wi-Fi en établissement, donc c'est Patrice Thiriot, de la cellule CAPSI qui va intervenir et vous présenter ce sujet. Et puis donc, Nadège Van Est, et Mehdi Gasmi, nous sommes également présents pour, compléter ou répondre à vos questions. Voilà. Donc, simplement vous rappeler que ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires, hein, sur la question de la sécurité des systèmes d'information. Le cycle, on a démarré donc, mi-novembre avec, la politique des sécurités, des systèmes d'information. La semaine dernière, Patrice nous a parlé de la gestion des accès aux systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on parle du Wi-Fi et donc on aura quelques autres séquences. La semaine prochaine, le rôle, du responsable sécurité système d'information. Alors le 14 décembre, c'est pas dans le cycle webinaire, mais on aura une séquence dédiée à mon espace santé, donc l'espace santé de mes résidents. Donc ça sera avec, l'appui de l'ANS. Et puis on fera une petite pause pendant les congés de fin d'année, donc pas de webinaire, sur les 2 dernières semaines de décembre. On redémarrera en janvier pour poursuivre le cycle sur la sécurité, donc sur la question du PRA-PCA, de nouveau avec Patrice et puis on enchaînera avec, des informations, des webinaires sur le RPPS, RPPS+, répertoire des professionnels de santé, étendu médico-social. Voilà un peu le programme. Et donc, on va revenir, là, au sujet du jour, donc le wifi en établissement et donc je vais laisser, Patrice, présenter, le sujet. Merci beaucoup Nadège, merci Mehdi également et puis, très heureux de vous retrouver, toutes et tous pour, ce partage autour du réseau Wi-Fi. Alors là encore, l'idée c'est de partager peut-être sur quelques grandes questions et notamment pour une fois peut-être ne pas aborder le côté, technique, mais simplement peut-être rappeler les éléments de contexte liés à l'usage, particulier qui peut exister dans vos structures médico-sociales, de l'usage du Wi-Fi. Donc là, vous retrouvez sur le slide qui vous est proposé une définition, hein, mais donc le Wi-Fi, c'est ce réseau local qui permet, sans fil, de pouvoir connecter un certain nombre d'équipements numériques et de les relier entre eux. Donc ça, c'est des équipements qu'on connaît bien, toutes et tous puisque ça équipe nos foyers, mais également nos structures. Et en fait, peut-être un contexte particulier dans le cadre des activités médico-sociales, c'est que vous avez finalement 2 types d'usages du réseau sans fil. Un usage qui est fait en interne par vos collaboratrices et collaborateurs pour faciliter le travail. Donc ça va permettre de connecter vos postes, ça va permettre d'accéder à vos applications, ça va permettre d'accéder à vos périphériques, imprimantes, et cetera, pour l'ensemble de vos équipes. Et puis, du fait que pour la majorité d'entre vous, dans vos établissements et dans vos structures, vous accueillez du public, souvent dans le cadre de la qualité d'accueil et de la prise en charge qui est faite par vos établissements, la volonté de plus en plus grande, de proposer en fait un accès invité, un Wi-Fi public. Et donc on a aujourd'hui, une cohabitation au sein des établissements du Wi-Fi interne et du Wi-Fi public ou invité, qui permet à la fois de réaliser vos activités, mais également de pouvoir accueillir dans des bonnes conditions vos usagers pour leur permettre d'accéder à tout ou partie de services que vous proposez via votre Wi-Fi, invité, ou leur permettre tout simplement pour des personnes qui sont résidentes, donc qui ne sont pas en ambulatoire et qui ont vocation à rester là tout au long de la journée, de pouvoir aussi profiter des accès internet. Avec du coup 2 problématiques qui se posent à vous, c'est le fait de pouvoir sécuriser l'utilisation des réseaux sans fil
que ce soit votre réseau privé ou votre réseau public également. Et puis, un élément important sur lequel on va insister peut-être aujourd'hui, que vous connaissez certainement, mais qu'il est intéressant de rappeler, c'est rappeler les obligations légales que vous avez en qualité, quelque part, de fournisseur d'un point d'accès sans fil public. C'est-à-dire que du moment où vous ouvrez une connexion Wi-Fi publique, il faut savoir que vous êtes soumis à un certain nombre de règles. Alors, vous n'êtes pas opérateur de télécommunications, comme peut l'être Orange, SFR, Bouygues, etc. Mais malgré tout, du fait que vous ouvrez une branche de votre réseau à un certain nombre de personnes, vous êtes tenu de respecter des obligations qu'on va voir et détailler dans le slide juste après. Alors, peut-être rappeler justement le cadre légal qui entoure la mise en œuvre d'un Wi-Fi public. Donc, ce qu'on entend par Wi-Fi public, c'est ce qu'on peut appeler les hotspots, ce qu'on peut appeler les Wi-Fi invités que vous allez créer dans votre établissement. Il faut savoir que c'est réglementé depuis 2006 par la loi qui apparaît sur le slide et qui faisait écho à la lutte contre le terrorisme. Et à ce titre-là, tous les établissements qui offrent une connexion qui permet une communication en ligne, tel que c'est indiqué là, y compris à titre gratuit, ce qui est la plupart du temps le cas pour vos structures, vous êtes tenu de conserver un certain nombre de données dites de trafic. L'idée étant de pouvoir assurer la traçabilité et avoir aussi une sorte d'horodatage des accès qui sont faits et de l'utilisation qui est faite de votre accès Internet. L'idée n'est... Alors, voilà, on peut en débattre. J'allais dire, l'idée n'est pas de vous fliquer. Bon, c'est pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Simplement, c'est de permettre, en cas d'utilisation abusive de votre réseau pour commettre un délit, puisque on peut très bien imaginer quelqu'un qui se connecte sur votre réseau de manière anonyme, si vous ne conservez pas les données, et qui va, à partir de votre façade, pouvoir déclencher des actions malveillantes. D'où la nécessité pour vous aussi de vous prémunir et de prémunir votre dirigeant ou dirigeante d'établissement, puisque quelque part, c'est le dirigeant de l'établissement qui engage sa responsabilité pénale. C'est ce qui apparaît notamment en bas du slide, avec des peines d'emprisonnement, mais le plus souvent d'amende, qui concernent à la fois le dirigeant de l'établissement, mais aussi la personne morale en tant qu'entité juridique. Alors, vous avez rappelé un petit peu plus haut quelles sont les obligations en termes de mise en œuvre d'un accès Wi-Fi public. Alors, il y a déjà la question de la déclaration préalable ou non à l'ARCEP. L'ARCEP qui est l'agence qui se charge de tout ce qui est ondes de radiocommunication. Alors, déjà, le fait que la plupart du temps, votre réseau Wi-Fi va diffuser uniquement dans l'enceinte de vos bâtiments. Donc, du coup, du fait de cet élément-là et du fait que vous adressez à un nombre limité de personnes, vous n'avez pas le statut d'opérateur de télécommunication au sens du code des postes et des radiocommunications. Donc, à ce titre-là, vous êtes dispensé d'une déclaration préalable auprès de l'ARCEP avant de mettre en place votre réseau. Donc ça, déjà, c'est une première difficulté qu'on évacue. En revanche, en tant que personne organisant l'ouverture de son accès Internet, vous devez assurer en interne la collecte des données de connexion obligatoires. Donc c'est ce qui vous est indiqué, c'est-à-dire vous devez être en capacité de pouvoir identifier l'utilisateur. Alors, on peut prendre l'exemple pour certaines et certains d'entre vous, voilà, quand on utilise pour un trajet professionnel ou autre, un hôtel par exemple, on va vous demander justement sur un portail captif de pouvoir indiquer votre identité, de pouvoir, c'est ce qui permet de savoir qui se connecte derrière et qui est derrière l'écran. Donc c'est un peu le même élément qui vous est demandé. Vous devez collecter aussi les données relatives aux équipements et aux terminaux utilisés. Quel type de téléphone? Est-ce que c'est, un téléphone, un ordinateur? Donc ça, généralement, les équipements récupèrent ces données très facilement. Vous devez horodater l'accès, donc la date, l'horaire, la durée de chaque communication. Vous devez également conserver éventuellement
dire, les données qui permettent d'identifier les destinataires de communication, c'est-à-dire quelle est la navigation de l'utilisateur. Alors, avec une différence, c'est que on ne garde que les traces de connexion, mais surtout pas le contenu. Parce que par un excès de zèle, on peut se dire, bah, tiens, je vais stocker tout ce que fait mon utilisateur sur mon réseau Wi-Fi invité. Là, il faut savoir que c'est quelque chose qui est interdit et qui dépasse en fait les prérogatives et ce qui vous est demandé. Ce qu'on vous demande de tracer, c'est uniquement la connexion, qui, quand, combien de temps, vers quelle adresse IP ou quel site Internet. Mais ce qu'a fait la personne, les messages qu'il a passés, etc., bien sûr, ça, on ne l'enregistre pas. Hein. La durée de conservation, elle est rappelée aussi par le décret de 2006. Donc, c'est des éléments que vous retrouvez dans le CPCE, le Code des postes et des communications électroniques, dans lequel vous retrouvez tout le détail. Mais là, on vous a rappelé dans le slide les principaux éléments. Donc, la conservation va jusqu'à 1 an. Et suivant les finalités de la collecte, un peu au même titre que le RGPD, vous avez des finalités précises. La durée de conservation peut être variable. Mais retenez peut-être qu'on a cette obligation de maintenir un historique d'1 an des connexions qui ont pu être faites sur notre réseau Wi-Fi invité. Alors, vous ai rappelé effectivement les risques de sanctions. Et puis peut-être, qui dit collecte des données, c'est se dire aussi pourquoi je collecte les données et dans quel but et qui va pouvoir y accéder. Alors bien sûr, qui peut y accéder, c'est déjà pas un usage interne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avoir une personne qui n'est pas de votre service informatique qui va aller voir les données. Imaginons un éducateur qui dit tiens, je voudrais bien voir ce que fait tel et tel utilisateur. Donc là, on est dans un détournement de finalité. Donc là, en revanche, je vous ai rappelé sur le slide les personnes qui sont habilitées à requérir les données de connexion. Donc ça va être dans le cadre d'une enquête judiciaire, l'officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Donc ça nécessite quand même qu'il puisse avoir j'allais dire un élément justifiant le fait qu'il va avoir besoin, dans le cadre d'une enquête judiciaire, d'accéder aux données. Le procureur de la République, le juge d'instruction, les agents habilités. Donc là encore, on peut rappeler que le fait, en imaginant un enquêteur de police ou de gendarmerie qui vient dans votre établissement et qui n'a pas j'allais dire, d'éléments qui lui permettent d'accéder aux données, ou en tout cas justifiant du fait qu'il va devoir avoir besoin de ces données, il n'est pas autorisé en fait à y accéder. Il faut qu'il ait un document qui l'autorise. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, quelques conseils finalement. Que faire? Une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être déjà, et vous l'avez déjà tellement fait, c'est séparer les usages entre le réseau que vous dédiez à l'interne, c'est-à-dire à votre fonctionnement interne et à vos collaborateurs, par rapport au réseau que vous allez ouvrir à vos usagers de la structure. Donc, séparer la branche publique de la branche privée de votre structure. C'est bien sûr aussi organiser la sécurité du réseau public, puisque il faut éviter que n'importe qui puisse se connecter. Donc, vous êtes obligé de tracer et d'identifier les personnes préalablement au fait de leur donner accès. Et bien évidemment, le corollaire de ça, c'est de pouvoir organiser la conservation des données dans les délais prescrits, donc dans les fameux 1 an. Là encore, en termes de devoir de loyauté, qui va être surtout un élément qui va être requis par la CNIL, c'est d'informer en préalable les utilisateurs du Wi-Fi invité. Alors, ce que l'on peut conseiller, ce qui se fait souvent, c'est la mise en œuvre d'une charte qu'on va faire approuver préalablement par l'utilisateur extérieur. En imaginant, vous avez un usager qui souhaite accéder, on lui demande de valider la charte et d'en avoir pris connaissance. Si vous le souhaitez aussi, si vous avez peut-être, je pense, par rapport à des
des établissements pardon, qui ont des résidents permanents, des usagers permanents, on peut très bien imaginer que le document soit signé par le résident avant l'ouverture de son accès web. Alors, comment faire? Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez effectivement une informatique en interne avec un ou une plusieurs personnels informatiques, donc vous pouvez organiser cette collecte-là, cette gestion-là en interne. Très souvent, nos structures ont recours à des sous-traitants informatiques. Donc là, ça vaut la peine d'organiser ces éléments-là, parce que souvent, ils vont vous apporter une réponse technique sans forcément vous mettre en garde contre l'élément légal. Donc c'est leur dire, bah, tiens, dans le contrat de prestation, moi j'ai besoin d'avoir des logs et d'avoir un historique et que vous me donniez l'assurance que je peux avoir accès à tout moment à ces données en cas de réquisition judiciaire. Alors, vous sachez que tous les opérateurs de télécommunications, que ce soit Orange, que ce soit SFR, que ce soit Bouygues, que ce soit Free ou d'autres, proposent des services de type ce que j'ai appelé Wi-Fi Guest Pack, bon, qui est voilà, la version un peu anglaise, qui consiste à dire, ils proposent en fait une prestation qui va vous permettre d'ouvrir la fameuse branche publique de votre box ou de votre équipement réseau, et l'opérateur, moyennant effectivement quelques euros par an, vous propose d'assurer lui-même justement la collecte des datas, enfin des logs de connexion. Donc vous voyez, ça vous permet de remplir cette obligation sans devoir vous-même vous doter de spécialistes en interne ou de monter une usine à gaz. Et puis, dernier élément, prévenir les usagers, hein, ça reprend le point qu'on avait évoqué ensemble juste avant, de leurs droits et devoirs, donc en matière d'utilisation. Et là encore, la charte de l'usage du Wi-Fi invité est quelque chose qui est intéressant. Au même titre que vous avez une charte informatique pour vos collaborateurs en interne, il est intéressant d'en avoir une pour l'usage du Wi-Fi invité. Voilà rapidement, en tout cas dans le temps imparti, peut-être j'allais dire l'effet de halo qu'on pouvait vous proposer. Si vous avez des questions, bien sûr, on va y répondre au fil de l'eau. Sachez que vous pouvez aussi contacter CAPSI, donc, qui est la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information, pour échanger sur ces questions et pouvoir répondre à vos problématiques. Alors, on avait une ou deux questions dans le chat, enfin dans la partie questions. Mehdi, je te laisse les formuler du coup. Avec plaisir, Patrice. La première question concerne un peu la charte. Est-ce qu'on a un exemple à proposer aux participants de la charte au niveau de l'usage du Wi-Fi? Et deuxième question, je pense que c'est important que tu le précises, Patrice, le fait de cocher lors de la connexion, est-ce que ça suffit de valider la charte du coup de l'utilisation du Wi-Fi? Alors, il y a peut-être deux cas de figure. Il y a le cas où on a des usagers, entre guillemets, captifs, c'est-à-dire qui sont sur place. En imaginant, là encore, je prends le cas de résidents qui sont dans les structures et qui, finalement, sont là toute la journée. On peut imaginer qu'il est préférable de proposer la signature d'un document D'accord, de type charte. très En bien. revanche, on peut avoir éventuellement des personnes occasionnelles où bon, le fait de cocher la case. Mais juridiquement, ça protège, hein? Ça protège juridiquement. C'est que la charte est sur le portail de connexion. Le fait Ouais. de cocher j'ai lu, eh ben, c'est une preuve d'attribution, de validation du contrat, du coup. Mhm. Et deuxième question, lorsqu'on souhaite mettre je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, des participants, lorsqu'on souhaite mettre un portail d'admission, genre un portail famille ou autre, qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que ça serait je suis au sein de l'établissement, est-ce qu'il faudrait que je me connecte parce que tu parlais bien des usages, donc il faut bien distinguer les deux usages, établissement plus public plus ou moins, hein. Donc où est-ce que comment tu peux situer un peu cette infrastructure? Est-ce que ça serait à mettre sur le public ou plus sur le privé? Et du coup, la connexion change du coup. Oui.
Alors, portail d'admission, c'est la possibilité finalement pour un usager de pouvoir rentrer un certain nombre d'informations qui lui permettent d'initialiser son dossier ou C'est d'initialiser ça. son entrée. Oui. Alors, je réponds, en tout cas, j'aurais tendance peut-être à le mettre éventuellement en dehors de la sphère interne, Très bien. dans le sens où quelque part, on est vraiment sur le frontal, sur un élément préalable à une sorte de, comme son nom l'indique, de portail d'entrée. L'idée étant de capter les données essentielles et ensuite, en back-office, vous allez vous créer, via votre réseau interne et via une synchronisation, le dossier d'admission de l'usager. Mais ça permet comme ça de séparer les usages et d'éviter qu'on ait un usager qui accède à notre réseau interne avec tous les risques que ça ouvre, quoi, quelque part. Je ne sais pas ce que tu en penses, Non, Mehdi. mais c'est très bien, c'est ça, exactement. Nous, peut-être que les usages changent un peu, mais bon, c'est la même chose. Et dernière question, Patrice, dans les 2 minutes, je pense que c'est important de le dire. Je suis au sein d'un établissement, je télécharge un film. Qui est Oui, responsable? alors effectivement, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Du coup, là, ça nous renvoie à la fameuse Adopi, avec le téléchargement illégal, etc. Là, justement, euh, alors, quelque part, bon, la personne qui va être responsable, je pense que c'est l'établissement, sauf si derrière, il y a une charte et un engagement qui a été signé par la D'où personne, l'importance de la charte, oui. voilà, indiquant, tu vois, le fait que elle a bien pris connaissance, elle s'engage à ne pas avoir d'usage, euh, auquel cas, ça permet de dégager peut-être l'établissement, mais ça peut être à vérifier, hein. Je suis pas comment dire, juriste aguerri sur ces questions-là, mais Mais d'où l'importance de tous les mécanismes que tu as cités, il me semble, hein, d'enregistrement, de log pour pouvoir remonter et identifier quel est, finalement l'utilisateur, qui a commis. Après voilà, c'était aussi, tous les éléments que tu as cités concourent aussi à pouvoir répondre à ce genre Exactement. d'enquête et d'alerte, ou oui. de notification. Et après, ça peut renvoyer aussi peut-être au règlement intérieur des structures. Là encore, je prends le cas des usagers qui sont là en résidentiel. On peut très bien imaginer que là, la charte fait écho au règlement intérieur et que là, on aurait un manquement au règlement intérieur des usagers qui ferait que la personne pourrait être enfin, sanctionnée ou en tout cas tenue responsable. Ce qui permet Bloquer de les, développer la bloquer, structure. Hein. bloquer les téléchargements. Très bien, je vois pas d'autres questions apparaître, en tout cas dans le chat. On a légèrement dépassé le temps, donc on va simplement, pour conclure et puis vous rappeler que vous pouvez, vous tenir informé, de l'actualité du collectif et vous inscrire si vous souhaitez également, contribuer. N'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire. Simplement rappeler que donc la semaine prochaine, les thématiques qui seront abordées dans les 2 mini-webinaires, ce sera à midi, dans le cycle Identito-Vigilance, on parlera de l'identification primaire, donc des problématiques d'identification primaire et donc que sur le cycle sécurité, nous parlerons du responsable sécurité système d'information à 13h30. Voilà, en tout cas, nous vous remercions. Nous nous excusons encore pour le décalage au démarrage. On est content que vous ayez pu quand même que vous soyez restés, que vous soyez encore là et nous vous souhaitons, une bonne après-midi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée à toutes Merci, et au tous. revoir. Merci, Merci. Patrice. Au Merci, revoir. Nadège. Merci à Au revoir. tous. Merci Nadège, merci Mehdi.